Nous allons parler résilience et cyber-résilience avec nos invités et nous poser la question de savoir qui porte la responsabilité de cette résilience dans l'entreprise et quelles sont les conditions opérationnelles de son déploiement. Et nous nous poserons la question également de savoir ce qu'il se passe quand tout s'arrête, quand les coupures générales de réseau surviennent et comment la continuité d'activité peut se faire. Aline Bourdin, chez Vinci Construction, qui porte la responsabilité de la résilience? Alors en réalité, c'est un binôme. C'est à la fois les métiers et l'informatique. Bien souvent, on considère que les plans de reprise d'activité, les plans de continuité d'activité, c'est essentiellement technique. Je nuance cette réponse, c'est bien avant tout des procédures et bien sûr la technique qui permet d'accompagner ces procédures. Pour moi, les métiers ont une part très importante dans les PRA, ils font partie de la solution. Stéphane Berthaud, même question, un peu plus orientée cyber. Qui porte selon vous la responsabilité de la cyber-résilience dans l'entreprise? Alors, d'une entreprise à l'autre, ça va être très variable et parfois il n'y a pas de réponse à cette question. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux équipes qui portent chacun une partie de la solution, les équipes plutôt sécurité, qui sont focalisées principalement sur le verrouillage frontal au moyen de firewall, au moyen de détection d'intrusion, etc., et qui sont vraiment préoccupés uniquement pour empêcher une intrusion, empêcher notamment une attaque rançongiciel. Et puis d'autre côté, on a des équipes infrastructures qui, elles, sont plutôt en charge des plateformes matérielles qu'elles doivent faire vivre, renouveler, maintenir avec un niveau de performance au service des applications qui vont être hébergées dessus, mais pour lesquelles la problématique de cybersécurité ou de cyber-résilience n'est pas clairement définie. Et en fait, on se retrouve avec deux équipes qui ne se parlent pas et souvent c'est au moment d'un sinistre, là pour le coup d'une attaque rançongiciel, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ces équipes n'ont jamais vraiment dialogué, n'ont pas défini entre elles quels devaient être les moyens techniques mis en place, moyens techniques, mais évidemment au-delà moyens, comme on le disait, de procédures, de mise en place de CPRA. Concrètement, quelles sont les conditions opérationnelles de cette cyber-résilience? Alors, il y a trois conditions absolument indispensables. La première, qui est évidente, c'est d'avoir à sa disposition une copie de secours de ces données, donc des sauvegardes, qui soient inviolables, impossibles à modifier. Alors, ça porte plusieurs noms, ça s'appelle l'immutabilité, l'immuabilité, ça peut s'appeler le worm. On parle d'air gap quand il s'agit des bandes, par exemple, des connexions vraiment physiques des réseaux. Peu importe le nom que ça prend ou la technologie qui est derrière, mais il faut qu'on puisse garantir un mécanisme qui empêche de modifier les données de secours, parce que si elles sont chiffrées, en général, elles sont chiffrées avant même les données de production, et elles sont inutilisables, donc elles ne rendent pas le service pour lequel elles sont censées être là. Une fois que cette condition est remplie, on a une deuxième qui est tout aussi importante, c'est la résilience du système de protection de données. Très souvent, on a vu chez des clients des données qui sont absolument intègres, données de sauvegarde intègres, elles sont sur bande, donc pour le coup, là, aucun moyen pour un hacker d'aller les atteindre et les chiffrer. Par contre, le système qui manipule ces bandes, qui permet de les remettre à disposition, de restaurer, est lui-même chiffré, y compris son index, qu'on appelle son catalogue, et qui est indispensable pour cette phase de restauration de données. Dans ces cas-là, on se retrouve avec des données de sauvegarde intègres, impossibles à restituer, même après plusieurs semaines. Donc on voit bien évidemment que ça ne rend pas non plus le service attendu. Et puis le troisième point, évidemment, c'est qu'on souhaite faire cette remise en service, cette restauration le plus rapidement possible. Donc des technologies qui permettent de le faire très rapidement. Évidemment, à partir de disques, c'est beaucoup plus rapide, mais ensuite, il faut se poser la question par quel protocole ça va passer, etc. Donc il y a beaucoup de questions à se poser, mais il faut aussi être certain que ces données qu'on va vouloir restaurer le plus rapidement possible, elles soient intègres, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas déjà le malware qui a été implanté en amont et qui va recommencer son chiffrement aussitôt que les données vont être mises en service. Ça s'est vu aussi dans un certain nombre de cas. Alors vous avez parlé à de nombreuses reprises du rançongiciel. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui ne s'est pas encore fait chiffrer, qui n'a pas encore été victime d'un rançongiciel? Je pense que le meilleur conseil à donner, ce serait justement de faire comme si, d'anticiper, de simuler, de préparer, de tester. Et donc tester à un certain nombre de niveaux, tester les capacités matérielles, vérifier qu'on a les mécanismes qui offrent cette immobilité déjà, vérifier que les systèmes ont un mécanisme de résilience, sont capables eux-mêmes de survivre à un chiffrement, et puis tester les procédures évidemment, procédures à la fois de remise en service des systèmes, il y a beaucoup d'étapes à respecter, parfois c'est un redéploiement complet d'un SI, on a pu le voir dans certains cas, donc il faut être préparé à ça évidemment, ça s'improvise pas. Et puis anticiper aussi, prévoir
des procédures qui vont bien au-delà du cadre technique ou même métier jusqu'aux stratégies de communication qui seraient mises en œuvre dans ce cas de figure. On a vu des cas où certaines entreprises, au cours d'une attaque rançongicielle assez sévère, verrouillaient toute la communication, cherchaient les taupes, menaçaient d'attaques en justice ceux qui révélaient quelque information que ce soit. Et puis une autre entreprise, victime du même rançongiciel, qui elle a communiqué à outrance, a filmé les opérations de restauration en direct publiées sur LinkedIn ou YouTube, ce qui a eu un effet positif sur son cours de bourse par ailleurs, alors que ces opérations étaient complètement arrêtées. Donc, il faut absolument anticiper tout, des moyens les plus techniques, des mécanismes techniques, jusqu'aux stratégies de communication, pour être certain que le jour où ce sinistre se produit, après tout, ça n'est qu'un nouveau type de sinistre, qui demande des moyens différents, mais c'est un sinistre parmi d'autres. Il faut l'avoir anticipé, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue humain, que ce soit d'un point de vue organisationnel. Aline Bourdin, chez Vinci Construction, je rappelle que vous couvrez les pays d'Afrique et l'outre-mer. Quel dispositif avez-vous mis en place pour garantir la continuité d'activité? Nous sommes dans une phase de refonte de tout ce dispositif, donc je peux en parler assez facilement. Il repose sur 3 fondamentaux, dont on a déjà d'ailleurs parlé précédemment. La première chose, ce sont les données. La deuxième chose, les procédures. Et enfin, la gestion de la crise et l'exercice en cas de problème. Sur le premier levier, les données, je pense qu'on n'est jamais assez prudent. Donc je souhaite mettre en place, quand c'est possible, 3 types de protection et de sauvegarde des données. La première, historiquement, on avait nos données externalisées sur bande. Dans mon cas de figure, c'est très compliqué, de plus en plus compliqué d'avoir cette gestion sur bande, puisqu'il faut des manipulations. Et parfois, je n'ai pas d'informaticien sur un chantier, donc ces manipulations sont complexes. Retirer une bande du lecteur, rentrer dans une salle qui était sécurisée. Donc de plus en plus, on essaye de mettre à disposition les données sur disque dur. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui finalement est une copie pour le quotidien, c'est une sauvegarde de disque à disque. Donc quand on a une manipulation à faire sur un fichier et qu'on souhaite récupérer très rapidement une copie, on utilise ce type de restauration, de sauvegarde. Et enfin, le troisième niveau, qui est beaucoup plus sophistiqué et dans mon cas de figure parfois compliqué à mettre en œuvre, c'est la sauvegarde dans le cloud. Alors, bien sûr, sur le papier, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a les données qui sont disponibles très facilement à tout moment sans avoir de manipulation particulière. Par contre, ça demande des moyens de communication et de télécommunication importantes qui parfois peuvent s'avérer compliqués. Donc ça, c'est la donnée. Le deuxième niveau, on en a déjà parlé, ce sont les procédures. Il faut avoir anticipé les procédures, il faut avoir anticipé les applications critiques et il faut avoir imaginé tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc il faut avoir réfléchi à la communication que l'on souhaite faire sur le sujet. Et enfin, afin que les 2 premiers volets soient efficaces, il faut la gestion de la crise. Il faut régulièrement tester nos procédures, tester nos données et tester aussi l'interférence entre les différentes équipes pour s'assurer que tout ce qu'on a imaginé fonctionne bien. Alors, dans les pays que vous couvrez, les pays d'Afrique et les pays d'outre-mer, les coupures générales de réseau peuvent intervenir à tout moment. En quoi consiste concrètement la continuité d'activité? Alors, je pense que ce que je vais dire va choquer. Pour moi, le meilleur plan d'activité, le meilleur plan de reprise d'activité, c'est de savoir fonctionner sans informatique. Sur les pays que je couvre, il peut y avoir beaucoup de conditions qui font que l'informatique n'est plus du tout disponible. On peut avoir par exemple une salle informatique détruite par des inondations, détruite par un ouragan. On peut aussi avoir un câble souterrain inaccessible, inopérant, donc plus du tout d'accès Internet, et pourtant toutes nos applications et de plus en plus sont hébergées en centrale, donc absolument plus en local à côté des utilisateurs. Et on peut avoir aussi dans certains pays, pour des raisons politiques, pour des raisons étatiques, une coupure volontaire de tous les moyens technologiques et techniques. Et de ce fait, il faut réfléchir, et j'entraîne les métiers dans cette démarche, à savoir payer les fournisseurs même si l'application d'achat est inaccessible,
payer les collaborateurs, même si l'application de paye est inaccessible, pouvoir communiquer avec nos clients, avec nos collaborateurs, même si la suite Office 365 est inaccessible, ça peut aussi exister. Et enfin, pouvoir continuer à construire, puisque le métier de base de Vinci Construction, c'est de construire, même si la maquette BIM est inopérante. Aline Bourdin, Stéphane Berthaud, merci beaucoup pour nos échanges.